Le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation se déroule présentement à Busan, en Corée du Sud. Nous reviendrons dans ce journal sur la cérémonie d'ouverture avec Abdul Karim Kaba et Sambou Diakité, nos envoyés spéciaux. Également dans ce journal, l'impact des réseaux sociaux sur notre vie professionnelle. Nous parlons de ces plateformes qui, grâce à nos smartphones, nous permettent de rester connectés au monde, mais qui peuvent aussi nous porter préjudice au quotidien, vous le verrez. Lundi 22 juillet, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Pendant une semaine, des milliers de jeunes se retrouvent en Corée du Sud pour le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. À Busan, ville d'accueil du forum, la cérémonie d'ouverture riche en couleurs a enregistré hier la présence d'environ 25 000 personnes. La contribution de la jeunesse, l'évolution des jeunes, la coopération entre la République de Corée du Sud et l'Afrique ont été mises en exergue à travers chants et chorégraphies. La délégation malienne est présente à ce rendez-vous. Abdul Karim Kaba et Sambou Diakité sont nos envoyés spéciaux. 25 000 personnes, dont 4 000 étudiants, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. À Busan, ville d'accueil du forum, le cérémonial d'ouverture a permis aux invités de découvrir un pan de la culture sud-coréenne, une culture qui allie tradition et modernité. C'est donc parti pour une semaine d'activités sur diverses thématiques en lien avec la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Première chose, c'est que j'ai vu beaucoup d'artistes internationaux passer, que ce soit au niveau des chants, au niveau de la danse. Mais toujours à côté, il y avait un Coréen. Ça veut dire quoi? Ça veut ici, ils sont en train de penser toujours au transfert. C'est-à-dire que même s'il y a des experts d'un côté, comment transférer ça au niveau des Coréens? La deuxième chose, c'est qu'ils se sont eux-mêmes adaptés pour reproduire ce qu'ils ont appris, mais ils l'ont contextualisé selon leur milieu. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai bien apprécié par rapport à cette cérémonie. Le fondateur de l'ONG International Young Fellowship, ou le maintien international de la jeunesse, est revenu sur le contexte de la création de la structure avant d'appeler les jeunes à plus de courage et d'abnégation. Des panels seront animés par les ministres sur l'éducation des jeunes, l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeunesse. Notre contribution, c'est que nous, on a déjà pris l'engagement de faire en sorte que la jeunesse ne soit pas un peu accro aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients et il y a des avantages. Le ministre en charge de la jeunesse partagera son expérience devant des milliers de jeunes. Son intervention portera entre autres sur la politique du Mali en faveur de la promotion de la jeunesse. Il y a juste 60 ans, la Corée du Sud était considérée comme un pays pauvre. Et aujourd'hui, il fait partie des plus fortes économies sur place. Donc ça veut dire qu'à travers la prise de conscience, à travers également l'orientation des plus hautes autorités, nous pouvons également trouver, nous, dans le cadre du Mali, nous sommes en train de tracer notre voie pour également avoir un développement et un cadre harmonieux pour notre population. Le forum de Busan se veut donc un véritable espace du donner et du recevoir. Une initiative qui vise à responsabiliser la jeunesse face à son destin. Les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux sur notre vie, on en parle dans un instant, juste le temps de parler de la saison des pluies qui bat son plein ici au Mali. De fortes pluies sont prévues pour les mois de juillet, août et septembre selon les services météorologiques avec des risques d'inondation partout dans le pays. Une de nos équipes de reportage dirigée par Youssouf Diakité nous rapporte les dispositions prises par les responsables en charge de la question. Suivant. Les inondations sont généralement la grande quantité d'eau qui se répand, débordant et qui inonde le pays, la ville ou le quartier. Cette année, le gouvernement n'est pas resté muet face à la question, sachant que les services météorologiques annoncent de fortes pluies. Ça, c'est le mois de juillet, août, septembre. C'est tout le Mali qui devient une coloration verte et que
ça veut dire que le cumul pluviométrique attendu dépasse la normale. Et la normale, voici son coefficient, c'est 40. Voilà, ça dépasse la normale de 45%, alors que la normale, c'est 33%. Voilà. Donc, ça veut dire que les risques d'inondation sont extrêmement élevés pendant la période humide. Nous avons pour mission fondamentale d'apporter aide et assistance aux populations. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il y a le besoin, en tout cas en ce qui concerne les usagers, nous nous déplaçons pour apporter les secours nécessaires. Les mairies qui sont particulièrement concernées par la question disent avoir pris toutes les dispositions pour anticiper sur les menaces d'inondation, surtout à Bamako, puisque, disent-ils, c'est généralement l'absence d'assainissement et le manque de civisme qui sont très fréquemment à l'origine des inondations. Les dispositions ont été prises. Il y a de cela 3 mois, les collecteurs, les caniveaux ont été curés. Nous continuons à prendre les dispositions à tous les niveaux. Inch'Allah, nous pouvons vraiment être optimistes puisque les endroits où nous doutons un peu, nous avions commencé. En fait, c'est l'assainissement. L'assainissement, c'est à vie. Cette année, la météo a annoncé de très fortes pluies. Selon le programme global même pour l'année 2024, le curage va concerner 483 km pour l'ensemble du district. Alors que le programme réduit va concerner 60 traversées sous chaussée et la gare du Korani-Para. Les traversées sous chaussée, le problème est que c'est là-bas le blocage. Des ordures jetées dans les caniveaux par les populations même. Et dès qu'il y a blocage à ce niveau, l'eau vient en surface. Essentiellement que l'eau va là où elle ne doit pas aller. La Direction générale de la protection civile a toujours pris les dispositions nécessaires pour en tout cas gérer les cas de crise qui peuvent survenir en période hivernale. C'est effectivement dans ce contexte que nous procédons avant, pendant et après la saison des pluies, des dispositions afin de pouvoir gérer en tout cas les problèmes qui peuvent se poser à ce niveau. Dans notre pays, il y a d'abord un problème d'urbanisation. Les problèmes d'inondation sont éminemment liés à des questions d'occupation anarchique. D'abord, des nids de marigots, partout où les eaux peuvent faire leur mouvement tranquillement pour éviter les débordements, sont presque occupés de manière anarchique par les citoyens. Psychogec est l'outil opérationnel du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La présente activation est survenue le 30 mai 2024 par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile après avis du Premier ministre. Dans la gestion d'une crise, le CECOGEC s'appuie sur les centres de commandement. Ce comité est chargé de déclarer l'état de catastrophe et de crise au niveau communal, niveau local, niveau régional et au niveau national. C'est pourquoi c'est l'occasion pour les autorités en charge de la question de donner quelques conseils et mettre un accent particulier sur les bonnes pratiques qui empêchent les inondations. La conduite à tenir, c'est surtout préserver la vie, les biens et surtout les enfants et à la veille des orages quand il pleut. La mise en place du comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes face à la contingence inondation démontre de la volonté politique et stratégique des plus hautes autorités d'assurer l'organisation et la coordination de la gestion interministérielle des inondations. Il y a 2 raisons majeures qui font que nous sommes très optimistes. Premièrement, ça constitue une vraie préoccupation pour les plus hautes autorités. Et plusieurs départements sont impliqués. Et quand les uns et les autres vont mettre ensemble leurs moyens, leur énergie, c'est en ce moment qu'on viendra à bout. Ici, en amont, les curages des caniveaux et des traversées sous chaussée, si c'était effectué de façon vraiment objective et de façon concrète, ça va minimiser les chances des inondations. L'assainissement, c'est une question de sensibilisation parce qu'il y a de mauvaises pratiques. Et cette mauvaise pratique, il faut sensibiliser à un moment donné que les gens arrêtent. Donc je pense que si nous arrivons à sensibiliser et que tout le monde quand même apporte sa petite pierre, je pense que nous allons quand même avoir un résultat net et positif. La population, on ne cessera de le dire, les déchets jetés dans les caniveaux par nos concitoyens. Nous voudrons les inviter à changer de pratique, de méthode. Comprendre que ce n'est pas en jetant les ordures, les déchets solides dans les caniveaux, ce n'est pas la solution. Parce que ça peut créer un autre problème
qui reviendra encore à eux. Pour mémoire, la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière d'assainissement et en assure l'exécution. C'est selon l'ordonnance numéro 98-027 PRM du 25 août 1998. Madame, Monsieur, vous vous êtes posé au moins une fois la question de savoir combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux en 24 heures. Qu'est-ce que cela vous apporte de bon ou de mauvais? Bien sûr, ces plateformes nous permettent de rester connectés au monde entier à travers nos smartphones, d'avoir parfois de bonnes opportunités, mais la connexion abusive à ces plateformes peut aussi impacter négativement notre quotidien professionnel. On en parle avec Awa Adam Koulibaly, Aruna Diara et Adam Traouri. Observons cette scène pendant quelques secondes. Voici donc une description de la journée type de beaucoup de personnes au travail. Un coup d'œil sur l'essentiel, un autre sur le smartphone. Une attention dispersée qui entraîne très souvent la déconcentration. La cause n'est autre que les médias et réseaux sociaux. Même si j'ai le téléphone en main, toujours l'objectif fixe, c'est le travail. Mais ça peut freiner le travail ou bien ça peut être un moyen de retarder le travail. Je ne peux pas faire une journée sans aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. Même souvent, ça perturbe un peu le travail qu'on fait, même avec ma collègue dont je travaille. Elle, à chaque fois, moi je lui arrache son téléphone pour qu'elle puisse travailler. Voilà, donc c'est comme ça. Les réseaux quand même, c'est primordial. Si par exemple vous avez un travail que vous devez faire dans une heure de temps et que vous avez oublié de désactiver votre connexion et que vous avez reçu des informations par rapport à la vie quotidienne, par rapport à d'autres, dans les médias, donc directement vous pouvez perdre banalement 10 minutes ou 15 minutes en train de fouetter dans ces informations-là. Dans les bureaux, les pouces, sinon les doigts, ne cessent de glisser du bas vers le haut ou dans le sens contraire sur les écrans. Une dépendance numérique à laquelle personne n'échappe. Les journalistes sont tellement collés à leur téléphone, à leur portable, à la quête de l'information, à la quête des réseaux sociaux que souvent ils oublient leur travail. Un travail qu'ils peuvent faire en 10 minutes, 30 minutes pour te le donner, ils te prendront 1 heure de temps, 3 heures de temps parce qu'ils feront au moins 30 minutes à regarder les réseaux sociaux. Nos étudiants fournissent peu d'efforts aussi. Ils font très souvent des copier-coller. Souvent, ils sont là à enregistrer simplement le cours au lieu de prendre des notes. Donc, c'est là où je disais, ça rend paresseux. Ils ne sont pas concentrés du tout. Téléphonie, qu'on est donné la mienne, on est barat chembolo. Parce que nous avons un journal qui est 16h au Wati. Donc, nous avons un journal là-bas, un journal blanc, quand c'est téléphone. Donc, il faut 16h pile. Alors nous vivons à l'âge du Far West de la technologie, une situation paradoxale où les outils qui auraient dû nous faciliter la vie semblent la compliquer. Donc on peut parler de conséquences quand il y a utilisation abusive. Ça peut développer des anxiétés, la dépression, la baisse de l'estime de soi. Ça peut créer ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. On utilise plus d'énergie, les yeux sont fatigués. Souvent, ça nous donne des maux de tête. Par exemple, il y a des fake news. On va dire, il y a eu un tel accident, on va amplifier les choses. Émotionnellement, tu seras ébranlé. Donc, quand tu es ébranlé émotionnellement, ça va jouer sur la qualité de ton rendement pendant toute la journée. Qu'on soit dans le service public ou privé, on voit que l'usage des réseaux sociaux a un impact négatif sur la productivité des salariés. Cela crée aussi des conflits entre les employés et leurs supérieurs de façon générale. C'est encore plus prononcé dans les services publics. C'est parce que les gens se rendent compte que dans ce service-là, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Tu peux même perdre ta réputation. Donc vraiment, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que quand tu perds ta réputation aussi, par ricochet, tu peux perdre ton emploi. Vu sous cet angle, les réseaux sociaux peuvent détruire un emploi, mais aussi offrir des opportunités et ou booster une carrière professionnelle. Tous les matins, presque, je recevais des notifications ou des publicités en fonction des stages. Du coup, un jour, je suis tombé sur une annonce pour un besoin de stagiaire à saïdien.com que j'ai envoyé mes dossiers via mail. Après, on m'a appelé pour dire que mes dossiers sont acceptés pour venir faire les tests. Et puis, du coup,
Je suis là depuis novembre 2022. Le premier contrat de traduction que moi j'ai eu, c'est à travers Facebook également. Tous les réseaux sociaux peuvent être vecteurs positifs pour une entreprise qui sait mettre son image en valeur. Donc ça demande de la compétence ou de se faire aider par des personnes compétentes capables de vous aider à bâtir une image valorisante de vous et de votre produit. Et par exemple, moi, je communique pour mon entreprise et mes activités un peu sur LinkedIn, un peu sur TikTok, un peu aussi sur Facebook. Certains services tentent tant soit peu de cadrer l'usage des réseaux sociaux pour maintenir leur productivité. Voilà. Par exemple, vous voyez. Il y a avec les informaticiens la possibilité par exemple de bloquer sur le réseau Wi-Fi du service l'accès par exemple à Facebook, à WhatsApp, à TikTok. Il y a des services qui mettent un peu les caméras pour voir qui l'utilise, qui ne l'utilise pas. Cependant, l'efficacité de ces mesures reste limitée. Les réseaux sociaux, qu'ils soient angéliques ou démoniaques, ne relèvent-ils pas de la responsabilité personnelle et du bon sens pour celui qui travaille? 3 projets innovants ont été primés aux Journées d'innovation 2024 de l'Institut privé IP Smart. Ces journées ont pour objectif de permettre aux apprenants de nourrir des ambitions entrepreneuriales. Mariam Koulibaly. Cultiver l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, c'est l'objectif recherché par les journées d'innovation initiées par l'Institut privé IP Smart. L'événement, qui est à sa 6e édition, met aux prises les étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est une tradition que nous avons ici depuis plus de 5 années, qui consacre aux yeux de tous l'effort et le travail, l'excellence et la discipline, la créativité et l'audace, les projets de nos meilleurs étudiants. Cette année, ils sont une centaine d'étudiants à présenter leurs projets à ces journées d'innovation. Parmi les 3 meilleurs projets choisis et primés, on note celui de Korotimi Ousmane Diané qui arrive en tête. Un honneur pour moi parce que au début, je ne croyais pas que j'allais pouvoir créer cette machine, mais après mes nuits blanches, j'ai pu créer quelque chose. On a essayé de regarder d'abord la rentabilité du projet, la créativité du projet, l'innovation et la maîtrise du porteur du projet. La lauréate, elle a carrément créé une machine qui sert à compter les pièces. La cérémonie est agrémentée par la remise d'attestations, de prix, des offres de stage et de bourses d'études aux étudiants qui se sont fait distinguer. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges, non transmissible, mais qui se classe au premier rang des causes de mortalité au monde selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi à Mopti, l'association malienne de lutte contre la drépanocytose, en partenariat avec la direction régionale de la santé et l'hôpital Somino Dolo, a organisé une conférence sur la maladie. Également, le personnel soignant de la région a bénéficié d'une formation de renforcement de capacité. Des activités financées par Bol d'Oxygène. Correspondance Aminata Touri. Initié par l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, en partenariat avec la direction régionale de la santé et l'hôpital Somino Dolo de Mopti, cette conférence sur la sensibilisation et l'amélioration de la prise en charge de la drépanocytose et la vie des drépanocytaires se veut un espace de donner et de recevoir. L'objectif de cette conférence est de véhiculer l'information au maximum de personnes sur la drépanocytose afin que la population puisse se joindre au combat. On va traiter des modules qui portent sur la définition de la maladie, les mécanismes par lesquels les manifestations de la maladie apparaissent. On va parler de la prise en charge, c'est-à-dire les différents traitements qu'on va mettre en œuvre. La drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente au monde, constitue un problème de santé publique. Dans la région de Mopti, ils sont environ 15% de porteurs sains. L'organisation de cette conférence et de cette formation du personnel soignant de la région de Mopti, qui va raccourcir sérieusement les trajets entre la région de Mopti et Bamako pour la prise en charge de ces patients. La drépanocytose fait partie des maladies non transmissibles
Et l'Organisation mondiale de la santé indique que ces maladies se classent au premier rang des causes de mortalité dans le monde. Cette menace grandissante est une cause de pauvreté qui retarde le développement économique des pays. À titre de rappel, la formation des soignants dans la prise en charge de la drépanocytose des districts sanitaires de Koro, Bankas, Mopti, Banyangara et Djinné et la conférence sur la sensibilisation et l'amélioration de la prise en charge de la drépanocytose ont été rendus possibles grâce au soutien financier de bol d'oxygène et l'accompagnement du Centre national de lutte contre la drépanocytose. La commune rurale de Bourem Inali a enlevé le premier prix du programme de gouvernance locale redevable mis en œuvre par AMSS dans la région de Tombouctou. Ce programme vise à créer l'émulation entre les collectivités dans le cadre de la bonne gouvernance, notamment le recouvrement des impôts, la réalisation des projets au profit des communautés, entre autres. D'une valeur de 7 millions de francs CFA, ce prix, selon le conseil communal, sera investi dans le rehaussement de la radio communale et la formation des jeunes du village dans l'installation de l'énergie solaire. Reportage Najim Babasissé, Maouloud Tandina. C'est un jour pas comme les autres à Bourem Inali, localité située à une vingtaine de kilomètres de Tombouctou. Une commune qui vient d'être reconnue première en matière de gouvernance à travers le concours de transparence du programme de gouvernance locale redevable exécuté par l'Association malienne pour la survie au Sahel dans le cercle de Tombouctou. Une reconnaissance que le maire de la commune dédie d'abord aux habitants, ensuite à leurs multiples partenaires. Si tu vois aujourd'hui qu'il y a un prix, cela veut dire que les hommes sont donnés la main pour travailler. Donc mes collègues élus, le bureau communal, surtout le bureau communal et le conseil communal, on se donne la main à travailler pour que ce prix-là sera aujourd'hui à Bourem Inali. Ce prix d'une valeur de 7 millions sera investi pour rehausser la radio communale Béré, qui rencontre des difficultés dans l'exécution de ses missions. Ensuite, former et équiper les jeunes de la commune dans l'énergie photovoltaïque. Bourem Inali fait partie des rares communes à fonctionner normalement, malgré la crise multidimensionnelle que notre pays a traversée, en faisant en sorte d'offrir les services sociaux de base aux populations, en recouvrant les impôts et taxes, en mettant à la disposition de la population tout ce dont elles ont besoin pour leur plein épanouissement. La remise des attestations de reconnaissance aux chefs de village et de fraction, un sketch sur la bonne gouvernance et une fatiha sont entre autres temps forts de cette cérémonie. Des prières pour une paix définitive au Mali. Le groupe Tombouctou Soutient la Transition vient d'organiser une cérémonie de lecture coranique. Pour cela, les membres portent leur soutien aux autorités actuelles pour une transition réussie. ORTM Tombouctou, Saloum Konati. Une paix définitive et une transition réussie demeurent le souci de tous les Maliens. C'est ce qui justifie cette lecture de Coran pour invoquer le Tout-Puissant afin que la paix règne sur l'ensemble du territoire. Elle est initiée par les membres du groupe Tombouctou Soutient la Transition. Pour que la paix enfin tant recherchée revienne chez nous. Pour que les uns et les autres, même ceux qui sont en dehors du Mali, puissent revenir chez eux en toute tranquillité et vivre ensemble en parfaite harmonie. Nous sommes plus que jamais convaincus également que la transition aujourd'hui est en train de poser des actes qui sont en train de nous convaincre. Ce geste patriotique est apprécié par les autorités coutumières et administratives. Elle appelle également les jeunes à persévérer davantage dans ce sens. Nous leur demandons de persévérer dans ce sens à travers d'autres activités qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie de leur environnement immédiat. C'est le lieu également aussi d'inviter les autres groupes des réseaux sociaux d'œuvrer dans le sens de la construction du Mali nouveau, en phase avec la refondation de notre État. Les membres du groupe ont également procédé à l'abattage des quelques bœufs en faveur des personnes en situation difficile. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Koné. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.